dès le départ et qu'ensuite vous pouvez voir, revoir et des membres qui ne sont pas là ce soir peuvent évidemment se rendre sur la chaîne YouTube du CDE pour revoir cette conférence comme toutes les autres. On doit bien être à une cinquantaine depuis avril dernier. Alors voilà, bonsoir Laurent. Plaisir. Ok, alors on a perdu qui cette fois? Ok. On va commencer, l'enregistrement est parti. Au nom du comité du Cercle des dirigeants d'entreprise, j'ai bien sûr le grand plaisir de vous accueillir à cette visioconférence entre nous. C'est la nouvelle série qui se nomme ainsi et qui reçoit les principaux candidats à l'élection partielle au Conseil d'État, dont le premier tour a lieu demain matin, en fait le 7 mars. Après Pierre Maudet et Cyril Hellon, le troisième qui s'y colle ce soir, c'est Michel Matter, un ophtalmologue qui va nous donner évidemment sa vision pour Genève. Vous connaissez notre petit rituel. Michel Matter va se présenter sur entre 10 minutes et 20 minutes, il choisira. Et ensuite, évidemment, la foule déchaînée que vous êtes posera à chacun son tour la question ou des interrogations, voire des suggestions, enfin ce que vous voulez. Vous avez royalement au moins 1 minute pour ça. Question courte pour des réponses courtes. On verra si Michel Matter est déjà trempé dans la politique, mais moi j'ai le droit de l'arrêter, ils le savent. Voilà. Alors, merci Michel Matter d'être avec nous ce soir. On se réjouit de mieux vous connaître. C'est à vous. Michel Matter, un grand merci pour l'invitation, un grand merci pour votre présence. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Michel Matter, j'ai 56 ans, je suis marié, père de 2, alors j'allais dire enfants, mais maintenant ils sont jeunes adultes parce que bientôt 18 pour ma fille et bientôt 21 ans pour mon fils. Je suis médecin, je suis ophtalmologue comme ça a été dit. Je suis un entrepreneur parce que je suis à la tête de 4 centres médicaux qui s'occupent uniquement des yeux, donc c'est uniquement de l'ophtalmologie. Pour la petite histoire, j'en ai ouvert 2 le 1er mars 2020, qui étaient fermés le 16 mars 2020, donc 15 jours après l'ouverture. Il a fallu voilà, donc, se plonger dans tout ce qui était bien évidemment RHT, crédit et autres dont on discutera bien sûr plus tard. Je suis aussi à la tête d'une start-up. Cette start-up, elle s'occupe de sportifs de très haut niveau et de vision. Ce qui m'intéresse, c'est en fait la perception qu'on peut avoir au niveau de son espace, le cognitif. C'est quelque chose qui est intéressant. Et puis, depuis les sportifs de haut niveau, ça va s'adresser en fait à tous les gens parce que ce qui m'intéresse, c'est le bien-être commun, bien évidemment. Je suis également un politicien puisque j'ai été élu au Conseil national en octobre 2019. J'ai fait une campagne pour entrer au Conseil national qui était une campagne probablement une des plus courtes de l'histoire puisque j'ai fait 60 jours de campagne. J'ai fait du 20 août au 20 octobre 2019 avec une campagne qui était claire pour un parti, les Verts libéraux, que j'ai rejoint uniquement au début 2019. Jusque-là, je n'avais aucune étiquette politique, mais j'ai fait de la politique de la santé au niveau genevois, puisque je suis président de l'Association des médecins du canton de Genève depuis maintenant 7 ans. J'ai été réélu avec un score nord-coréen, si j'ose dire, pour quelques années encore, on verra bien. Et puis, j'ai été président du comité référendaire contre la loi dite Managed Care, qui le peuple a voté en 2012. C'était principalement sur le libre choix du médecin.
Donc, au niveau suisse, j'avais une réelle expérience. J'ai toujours une réelle expérience dans le domaine de la santé, qui est en fait le domaine dans lequel je suis comme un poisson à l'intérieur de son aquarium. Je connais beaucoup, beaucoup de choses. Si vous le souhaitez, on pourra parler assurance, réserve et choses comme ça qui sont scandaleuses. Et puis, du point de vue politique, à Berne, je suis dans la commission des finances, la commission des finances. J'ai l'habitude de dire en souriant que j'ai commencé par des dizaines de millions, puis ensuite des centaines de millions, puis ensuite des milliards, et puis voilà, on en est à des dizaines de milliards, et puis on ira un peu plus loin. J'ai la prochaine séance de la commission des finances, c'est le 25 et le 26 février. Bien évidemment, ces séances sont fortement attendues parce que dans la période actuelle, il y a à la fois beaucoup de travail, mais surtout des réponses qui doivent être amenées à toutes les entreprises, à toutes les femmes et les hommes qui sont des dirigeants d'entreprises, et puis bien évidemment à l'ensemble de leurs employés. Donc, pour moi, c'est un parcours qui est un parcours logique. Je dis toujours que c'est une suite qui est assez logique. Je siège aussi au conseil d'administration des HUG. Et puis, je suis dans de nombreuses associations, fondations, parce que je trouve que donner du temps, faire du bénévolat, c'est la chose la plus précieuse, parce que c'est là où on donne une partie de son cœur. L'autre jour, je distribuais de façon parfaitement anonyme des repas aux acacias, et puis sans journaliste, sans rien, ça fait partie des choses qui me tiennent à cœur. Je suis membre d'un club service, je fais des actions sociales depuis bien des années, j'aime être sur le terrain. Les trois couteaux, trois fourchettes, ça ne m'a jamais intéressé dans ces choses, c'est plutôt ce qu'on peut faire pour les gens du terrain, le bénévolat que l'on puisse faire et le monde associatif. Ensuite, dans les convictions politiques, certains me placent au centre droit, d'autres me placent au centre gauche. Pour les uns, je suis beaucoup trop à gauche, pour les autres, je suis beaucoup trop à droite. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que ce qui m'intéresse, ce sont ni les clivages, ni les clans, c'est de faire avancer les idées, faire avancer les thématiques. C'est surtout le rapport aux gens. Je fais de la médecine. La médecine, pendant longtemps, était un domaine où il y avait des silos. Et puis, on travaillait, il y avait les médecins, il y avait les infirmières, il y avait les physios, et puis on travaillait énormément en silo. On apprend de plus en plus à travailler en interprofessionnalité, et j'ai un immense respect pour le côté professionnel de l'ensemble des professions. Et pour moi, c'est important. Dans la période que l'on vit, ce qui manque au jour d'aujourd'hui, c'est l'implication. C'est impliquer les personnes qui savent, les personnes qui connaissent les dossiers. Il y a trop de décisions qui sont prises, en fait, sans concertation avec les milieux intéressés. J'ai utilisé le mot, je ne sais plus si c'est au mois de novembre ou au mois de décembre, qui était la chienlit. Il y a un moment donné où c'était le grand désordre, où on avait des décisions qui tombaient un jour avant. Alors, les restaurateurs, on voulait leur dire le 9 pour le 10, et puis, ah ben non, on a réalisé que c'était un peu tard, alors on leur a dit, on vous dira le 7. Mais on oublie qu'il y a toute une chaîne de gens, qu'il y a des fournisseurs, qu'il y a plein de gens, que ça touche énormément de gens. Et puis, cette période où on a ouvert, fermé, où on a fait du yo-yo, elle est complètement incompréhensible, comme le fait de voter des crédits, de voter des indemnités à Berne, et puis qui mettent tellement de temps à arriver à Genève qu'on dirait qu'on a pris la caravane et puis qu'elle s'est arrêtée en route. Et dans les décisions qui ont été prises, toujours c'est cette question de cohérence. Pour moi, on doit être serein, c'est ce que j'ai dit au tout départ, être serein et professionnel, parce qu'on m'a posé la question au départ en mars 2020, au Palais fédéral, quand je suis arrivé. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est de vérifier comment je me lavais les mains, parce qu'en tant que médecin, je devais montrer l'exemple. Alors, je devais montrer qu'on lave aussi le bout des doigts. Mais rapidement, on m'a dit, mais oulala, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et j'ai tout de suite dit qu'il fallait être serein et professionnel. Il faut être déterminé, mais surtout, il faut de la cohérence. Et ça, c'est probablement ce qu'il a manqué. Non seulement c'est l'arrivée rapide de l'argent. J'ai demandé un crédit. On a eu un crédit, bien sûr, en quelques jours. C'est tout d'un coup de l'argent frais qui arrive. Il faut le gérer. Mais le restant, parfois, il a fallu remplir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, voire plus
les documents que l'on a reçus, on voit ces jours. Hein. Je crois que c'était l'article aujourd'hui dans la Tribune de Genève qui montre qu'il y a plus de 40% des demandes qui sont refusées parce que du point de vue administratif, ça ne marche pas, mais on a l'impression que les entreprises, elles n'arrêtent pas de remplir la paperasse depuis des mois et des mois. Ça me fait penser à la médecine où on noie les internes et les chefs de clinique sous de l'administration alors qu'ils devraient faire autre chose au jour d'aujourd'hui. Je me réjouis d'échanger avec vous parce que pour moi, c'est le plus important, c'est de pouvoir répondre à des questions, à des interrogations, puis pouvoir affiner les différentes choses. Comme vous le savez, je suis vert libéral. Souvent, on dit c'est quoi être vert libéral? Eh bien, vert libéral, c'est amener l'économie au service de l'écologie, c'est faire que notre monde aille vers une transition écologique. C'est quelque chose qui est fondamental, mais c'est aussi la liberté de pouvoir entreprendre, c'est aussi la responsabilité individuelle, mais c'est aussi se tourner vers les plus vulnérables et les plus fragiles de la société. C'est quelque chose qui me touche et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. L'économie, elle doit être au service de l'ensemble, c'est fondamental pour moi. Et puis, la dernière chose que je dirais, c'est la question des libertés. On est très, très attaché à la question des libertés. Ça me paraît fondamental. Et bien évidemment, les notions d'égalité, puisque, je l'ai dit, j'ai une fille et un fils et je ne comprends toujours pas pourquoi, avec le même cursus, que ce soit du collège ou universitaire, elle aurait moins de chances de gravir les échelons dans une entreprise ou dans une institution. En médecine, je connais ça. Il y a plus de 60% des étudiantes, des étudiants sont des femmes étudiantes, et puis les internes et les chefs de clinique sont principalement des femmes, mais il n'y a que 12 à 15% de femmes au niveau des cadres, et ça, c'est quelque chose qui doit évoluer. Pour moi, voilà, je dis souvent que l'égalité est une normalité pour moi et qu'il vaut mieux lutter contre les inégalités. Voilà, je ne sais pas si j'ai été long, court. En tout cas, on ne m'a pas interrompu. Donc, je pense que je suis dans les temps. C'est parfait. Merci d'ouvrir vos micros pour un applaudissement pour Michel Matter, s'il vous plaît. Merci bien, mais c'est super gentil parce que pour l'instant, c'était un peu nombriliste puisque j'ai plutôt parlé de moi. Mais on va continuer dans le nombrilisme un petit moment. Michel Matter, avant que je passe la parole à nos amis, nous allons voter en même temps que l'élection partielle sur quelques objets. Il y en a 3 fédéraux, un cantonal et un en ville de Genève. Est-ce que très brièvement, vous pouvez nous donner votre ressenti et ce que vous allez voter, par exemple, sur l'interdiction de se dissimuler le visage, ce qui en ce moment est particulier. Michel Matter. Je dirais qu'il y a un premier point avec Yves Nideguer. Nous sommes tous les deux conseillers nationaux, donc on va à la tribune où on vote. Et les votes sont publics, c'est-à-dire que n'importe qui peut voir ce que j'ai voté sur n'importe quel sujet. Sur la question de la burqa, les Verts libéraux sur Genève vont laisser la liberté de vote. Au niveau suisse, c'est non. Moi, je me suis exprimé en faveur du non. Je me suis exprimé en faveur du non pour une question. Alors, la première chose, c'est que je pense que c'est plutôt cantonal que national. Je pense que c'est quelque chose qu'on retire en fait au canton au profit de quelque chose qui est national. Ensuite, je suis aussi sensible à la question, je l'ai dit, hein, de tout ce qui est égalité, le libre choix. C'est quelque chose qui fait que, mais je me suis exprimé, et puis je déposerai un non dans l'urne le 7 mars. Merci beaucoup. Pour la question de l'Indonésie, pour moi, c'est un clair oui, c'est un oui, 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 parce qu'on doit avoir des marchés, on doit pouvoir développer, avoir des partenaires économiques, mais clairement, on a une avancée dans les normes de durabilité, et ça, bien évidemment, en tant que vert libéral, et je dirais qu'on va vers quelque chose qui est vert libéral, c'est-à-dire qu'on a un côté d'entreprise, de marché, mais aussi, il y a cette norme de durabilité, de faire attention sur place. C'est quelque chose qui est pour nous important. Le côté éthique est important. Donc, ce sera un clair oui. Enfin, pour la question, je m'excuse si je vais dans l'ordre. Je ne sais pas si c'est l'ordre des croix, mais pour
Pour ce qui est l'identité électronique, pour moi, je suis opposé. Je suis quelqu'un qui pense que ça doit rester au niveau de l'État. Je pense qu'il y a toujours le risque. Il y a toujours le risque au jour d'aujourd'hui qu'une entreprise en fait mette la main sur ce marché, hein, si c'est un marché, et puis qu'il y ait in fine en fait soit des frais, soit d'autres choses. Mais le numéro un pour moi, ça doit rester quelque chose qui doit être dans les mains de l'État. Et Dieu sait si je suis un libéral par rapport à la liberté d'entreprise. Mais là, je pense qu'on parle d'identité électronique. Je fais de la médecine, je sais ce que sont les données. Les données, c'est ultra sensible en médecine, donc ça l'est encore plus au niveau de l'identité, même si beaucoup de gens maintenant sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'ils perdent cette notion de données et puis d'identité propre, mais l'identité, ça doit rester dans des mains où on sait ce que l'on fait. Merci beaucoup. Et au niveau cantonal, on va voter sur l'indemnisation perte de revenus liée aux mesures de lutte contre le coronavirus. Oui, alors je suis pour les aides et puis toute aide qui peut être apportée, je pense que c'est quelque chose pour moi qui est important. C'est un oui de façon très claire. Maintenant, par rapport à tout ce qui est soutien, on doit avoir le maximum de soutien et on doit surtout avoir un soutien le plus large qu'on puisse avoir, c'est-à-dire à la fois du chef d'entreprise, mais jusqu'aux gens qui sont dans la précarité. Donc, que ça touche les entreprises ou les individus, je pense que ce sont des thèmes pour moi qui sont importants. Et enfin, un objet, alors en ville de Genève, peut-être vous ne votez pas en ville de Genève, mais on parle de l'aménagement clé de Rive. Alors pour le vert libéral que vous êtes, Alors moi, je suis un convaincu et malheureusement, je ne vote pas en ville de Genève. Alors, je fais partie du comité, je dois dire, mais c'est un oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un vrai projet du futur. C'est un projet qui va pour le développement de Genève, c'est-à-dire vers la mobilité douce. C'est le plus gros hub électrique du canton qui est dans ce projet. Si on veut du vélo électrique, 400 places. Si on veut du scooter électrique et de la voiture électrique, alors on m'a dit que c'était 498 aujourd'hui et pas 500 places. Alors je rectifie 498 places, mais ça veut dire qu'on libère un espace. J'ai mon bureau, alors si je tourne à la caméra, mais il fait nuit, mes bureaux sont au 5e étage à la rue Pierre Facio, donc je donne depuis 10 ans sur une place qui pour moi est une honte. C'est une place qui est juste, pour moi, c'est le projet des Clés de Rive, il est très clair. On redonne aux piétons, on met les voitures en sous-sol, on va vers la mobilité douce, on va vers la transition écologique avec un hub. Pour moi, c'est un hub de mobilité, c'est un hub vers l'électrique et puis avec un pourcentage au cours des années qui doivent faire que les voitures thermiques, et ce sera gentiment la fin dans quelques années des voitures thermiques, doivent en fait céder à la place aux voitures électriques. Voilà, on pourra aussi évoquer le bruit, puisque certains ont mis des affiches avec plein de gaz et tout, mais les mêmes soutiennent les véhicules à 30 à l'heure. Et je prends souvent l'exemple du boulevard du Pont d'Arve, qui est un non-sens, puisqu'on arrête les voitures tout le temps et c'est marqué stop au bruit, alors qu'il y a les ambulances qui passent et qu'on fait démarrer des voitures dans une pente et c'est plus bruyant que d'avoir une circulation fluide. Donc oui, oui, oui au parking de Rive. et bientôt les ambulances vélo aussi d'ailleurs, comme ça Oui, sera alors ça, c'est autre chose. Le médecin que je suis sait que chaque minute compte en cas d'infarctus, donc je serai extrêmement dubitatif par rapport à tout ce qui peut ralentir. J'ai travaillé un petit temps, hein, un petit temps à New York, la Fireline, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est des véhicules qui savent s'écarter quand ils entendent une sirène et avec une voie rapide pour les ambulances et les pompiers. Voilà, c'est peut-être un monde anglo-saxon qui pense un peu différemment du nôtre. Merci beaucoup, Michel Matter, parce qu'on commence à bien percevoir vos sensibilités. Alors, je vais tout de suite demander à Magali Orsini. Dans d'autres pays, on dirait Madame la députée, puisqu'elle a été députée. Absolument. Alors, Madame la députée, Magali, tu as déjà posé une question sur le chat, en fait deux. Je te laisse te présenter et poser tes questions. Oui, donc Magali Orsini, sur deux questions que j'ai posées à peu près à tous les candidats, qui sont mes deux dadas actuels. Et c'est vrai que pour ce qui concerne, par exemple, le rôle de la Banque nationale, c'est quand même à Berne que ça se joue.
j'ai toujours pensé que c'était fort dommage que ce soit les cantons qui empruntent à des banques commerciales qui facturent des intérêts et qui en factureront dans le futur, alors que la Banque nationale pourrait parfaitement vraiment débloquer ses réserves de crise par les temps qui courent, parce que si ce n'est pas d'une crise qu'il s'agit en ce moment, on se demande quand est-ce qu'il y aurait crise. Puis le deuxième dada, c'est le revenu universel. Moi, je reste convaincu qu'il faudrait y arriver d'une façon ou d'une autre et que c'est le moment ou jamais. Et je voulais savoir ce que M. Matter en pensait. Voilà. Alors, je vais répondre je vais débuter avec la BNS. La BNS, pour moi, doit rester apolitique. Ça, c'est une première chose. Donc, je ne parle pas de sortir de l'argent ou non, mais doit rester en fait apolitique. Par contre, elle doit être là pour les citoyennes et les citoyens. Elle doit faire plus. On pousse pour qu'elle fasse plus. Siégeant à la commission des finances, bien évidemment, j'ai de temps en temps des réunions avec M. Jordan. C'est clair qu'on pousse en fait, et la BNS a senti le vent. Quand on marche pour aller au Palais fédéral, on passe chaque fois devant la BNS, hein, cette institution qui est présente, même si l'argent il est plus actuellement sur des lignes que réellement sur des pièces. Mais c'est clair que la BNS doit faire plus, mais doit rester indépendante et doit rester apolitique. Dans une période de crise, je rapprocherai l'attitude, au départ en tout cas de la BNS, de celle des assureurs qui ont des réserves, qui nous ont toujours dit que c'était pour les périodes de crise. Et dans une période de crise, eh bien, effectivement, il doit y avoir plus. La Confédération doit aussi faire plus. Ce n'est pas que la BNS. Je pense que la Confédération doit aussi faire plus, parce que quand je vois qu'au mois de au mois de novembre, on a eu des réunions et ça partait à 200 millions et qu'au bout de 2 jours, on est à 1 milliard et puis qu'ensuite on a 2,5, etc., on voit qu'il y a une marge énorme. Et cette marge, en fait, on doit avancer. On sait tous que notre grand argentier, M. Uli Maurer, il est plutôt conservateur, et je pense que c'est probablement une des qualités de la Suisse, hein, d'avoir su gérer son argent. Mais dans une période de crise, je rappelle toujours que l'argent appartient quand même aux citoyennes et aux citoyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour la Euh, deuxième, oui, oui, pour la deuxième question, j'ose. bien sûr. Oui, alors la question du revenu universel, je vais répondre de façon très courte. Je suis vraiment ouvert à la discussion. J'ai soutenu, je suis allé sur les plateaux pour le salaire minimum, parce que c'est la précarité, parce que ça touche plus de femmes. Et j'ai pensé, comme les Verts libéraux à Genève, que c'était important et essentiel, et je l'ai dit, depuis le grand chef d'entreprise jusqu'aux gens qui sont dans la précarité, on doit soutenir les gens, et dans la période actuelle, j'ai été pour. Donc, le revenu universel, je suis ouvert à la discussion je ne suis pas quelqu'un qui est opposé de façon, on va dire, dogmatique au revenu universel. Merci beaucoup. Alors, on a avec nous le fondateur des Verts libéraux à Genève, Laurent Sédou. Est-ce que tu reconnais bien l'état d'esprit des Verts libéraux du départ et peut-être ton intervention, tes questions? Ouais, merci de me donner la parole, et c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir d'entendre Michel Matter. Fort heureusement, l'évolution politique et les positions politiques aussi évoluent avec le temps. Les libéraux est un jeune parti qui ont à peine plus de 10 ans, et c'est vrai que l'ascension de Michel Matter au Conseil national est pour nous un point extrêmement important et donne en fait du corps à cette vision qui, pour certaines et certains, surtout du côté plus à gauche de l'échiquier, parle d'antagonisme en parlant d'économie et d'écologie, alors qu'en réalité, on voit bien tous là, tous des entrepreneurs, que l'avenir, il est là d'une façon ou d'une autre, et que les partis, quels qu'ils soient, se rendent bien compte que c'est un équilibre qu'il faut avoir. Moi, j'ai toujours été un défenseur de la partie sociale. Hein. Pour moi, c'est vraiment un triptyque, hein, les deux, hein, la question sociétale, sociale, économique et environnementale. Et là, c'est vrai que pour maintenant mieux connaître Michel, que je ne connaissais pas du tout il y a une année, je découvre une personne extrêmement sensible sur ces trois thématiques. Évidemment, le médecin, si ce n'est pas un médecin qui connaît les patients, je crois que c'est de tous les candidats, de tous ceux qu'on voit en politique. Moi, pendant un moment, j'ai quitté la politique, maintenant si je suis nouveau conseiller municipal à Plan-les-Ouates, c'est que j'avais l'impression que je quittais le terrain et les gens et la sensibilité. Moi, quand j'entends tous les candidats à l'heure actuelle, ils parlent de structure, de collégialité, de grands conseils.
Mais ce qui manque vraiment, c'est de revenir sur le terrain, d'impliquer les gens dans les décisions, surtout où ils sont concernés. Et honnêtement, et j'ai un peu l'impression que les politiciens ont peur de la population. Ils ont peur, ils se cachent derrière plein de choses, des projets de loi, ils se cachent derrière un grand conseil. Et moi, je dois le dire, pour voir presque au quotidien, non pas tout à fait Michel Matter, mais en fait, lui, il n'a pas peur des gens parce que c'est son quotidien. Les difficultés des gens, de les entendre, de trouver des solutions. Et ça, Laurent, c'est une qualité rare. Oui, Laurent, je vais être obligée évidemment c'est de bon. t'interrompre. As-tu une question pour Michel Matter que tu pourrais partager avec tout le monde? Oui, moi j'ai un point qui est vraiment important. Je l'ai dit tout à l'heure sur l'implication des personnes concernées. Michel parle beaucoup de transversalité. Est-ce que pour Michel Matter, la transversalité, elle est horizontale ou elle nécessite une verticalité pour aller chercher d'informations dans la base qui doit remonter ensuite? Comment est-ce que Michel Matter voit, lui, la transversalité? Merci Si, beaucoup. si je réponds en prenant l'image de la croix suisse, je ne sais pas si c'est excellent, mais ça veut dire que pour moi, la transversalité, la première chose, c'est d'éviter les silos. Je l'ai connu dans ma profession, je l'ai dit au début, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus penser en silo, on est dans la transversalité. Quand je pense écologie, c'est transversal, la santé, c'est transversal, la culture, c'est transversal, tout est transversal, l'éducation, c'est transversal, l'économie, bien évidemment, ça c'est la base, mais tout est transversal. On ne peut plus au jour d'aujourd'hui avoir travaillé dans des silos. Alors bien évidemment, il y a des conseillers d'État qui sont à la tête de leur département, mais on doit travailler. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que plein de gens me disent, mais tu te rends compte, ou vous vous rencontrez, j'ai dû aller dans 2 départements, puis on me renvoie sans arrêt de l'un à l'autre en me disant, il n'y a pas, il manque un document, il faut aller voir dans l'autre et tout. Je veux dire, ça, c'est un exemple tout bête. Et puis, si je prends la culture, alors on l'a mise avec le sport et le social, mais je pense que c'est aussi la culture est autant dans l'économie, elle est autant ces jours-ci pour moi dans la santé, puisqu'il y a un impact psychique énorme au niveau de la crise. Donc oui, et puis alors vraiment, l'autre côté, c'est vraiment la verticalité, mais la verticalité qui va sur le terrain. Le DPI, par exemple, on doit revenir au plus proche des enseignants pour faire remonter, avoir des projets pilotes et puis pouvoir faire avancer les choses. Pour moi c'est important. Juste une remarque, je serai très court, sur la population. J'ai par exemple mis 5 ans de lutte pour maintenir le secret médical pour tous. Ça paraissait pas gagné au départ parce que j'avais 2 conseillers d'État qui étaient opposés à cela. Et puis, après 5 ans, après le dépôt d'une initiative, la première initiative des médecins genevois, aller dans la rue, récolter des signatures pour maintenir le secret médical pour tous, y compris les gens qui sont en prison, eh bien, il faut aller devant la population. Et puis, voilà, moi, j'aime bien quand on nous secoue un tout petit peu. Et puis, la dernière chose par rapport à Laurent, j'ai une petite pensée pour lui ce matin. J'ai eu ma première réunion en tant que vice-président des Verts libéraux suisses. Donc, j'ai eu, voilà, petite pensée pour Laurent. Merci beaucoup. Là, on est entre copains. Peut-être Elena Rigotti, qui est à la députation en suppléant, PLR. Est-ce que tu es convaincue de ce discours? Le discours de Michel Matter est absolument pertinent et je partage la plupart de ses propos. Sur la situation actuelle notamment et sur la complexité administrative actuelle entre les formulaires, les demandes, les formulaires qui changent. Après, il nous manque un papier parce que c'est voilà, même les formulaires à remplir en ligne, ça bug, les fichiers sont trop lourds. Enfin, c'est vraiment assez pesant et assez démoralisant. Donc, je partage son avis. Maintenant, peut-être la question, est-ce que si tu es élu, Michel, quelle serait peut-être ta première disposition? Enfin, qu'est-ce que tu ferais en premier lieu au Conseil d'État? Est-ce que tu as déjà une idée? Alors, la première chose du point de vue
cantonale, par rapport à la paperasse, juste une toute petite remarque, quand on voit au niveau digital, on a du retard. Donc ça fait partie des choses pour moi où c'est peut-être rendre service aux gens. Je crois que la première chose, c'est de rendre service aux gens, c'est vraiment, je l'ai dit, hein, impliquer les gens. Donc ça veut dire que c'est vraiment avoir, quel que soit le département dans lequel je serai, je crois que la première chose, c'est de réunir les gens. Je dis souvent qu'à la tête des médecins, je bosse autant pour les médecins de famille premier recours que pour les chirurgiens. Il y a des cantons où ils se font la guerre. À Genève, il n'y a pas de guerre. Ils sont les uns avec les autres. Et pour moi c'est fondamental. Donc peut-être le côté digital. Alors bien sûr, après, je peux parler de la formation, je peux parler de plein de choses. Si je suis à la santé, je réclamerai le sport. Et puis, si je suis à l'économie, je voudrais l'emploi. Et puis, si je suis au DIP, je voudrais absolument avoir plus sur la formation, etc. Je veux dire, après, on peut, si je suis à l'aménagement du territoire, c'est éviter les blocages et puis que les entreprises, elles puissent rouler, elles puissent avancer et puis d'éviter toujours. J'ai dit avant, beaucoup de candidats, ça me frappe, ils restent dans leur terrain. Ils n'arrivent pas à sortir de leur terrain. On connaît les étiquettes. Moi, j'ai une affiche, elle est verte. Le vert, il se voit super bien de vert libéral. C'est des affiches qui se voient, mais je veux dire, les gens savent que je suis vert libéral. Bon, ben voilà, ils vont sur le site, ils voient ce qu'il y a. Mais on doit aller au-delà de simplement de là où on se trouve. Et puis, ces clivages, pour moi, j'arrive pas à travailler avec, c'est-à-dire les vélos contre les voitures, le privé contre le public, la gauche contre la droite. Les candidats qui sont arrivés les premiers, c'était les candidats de gauche contre la droite, faire basculer vraiment. On sent qu'il y a des oppositions tectoniques, même si elles existent, et je sais comment est la politique, je vois à Berne comment c'est, on ne peut pas avoir la majorité seule. Un parti à Berne ou à Genève n'a pas la majorité. Donc, de toute façon, il doit composer avec d'autres. Et ça, c'est un travail. Alors, je suis plutôt dans le compromis. Je suis capable de décider, bien évidemment, j'occupe plein de postes à responsabilité, donc décider, quand je suis vice-président des médecins suisses, il y a 40 000 membres, ben voilà, on décide. Mais c'est quelque chose pour moi, aller rechercher de la compréhension, de l'adhésion. Ce qui a manqué, là, il y a eu trop d'incompréhension, trop d'incertitude, et puis du ras-le-bol. Hein. La cohérence, peut-être, c'est la réponse au ras-le-bol. Merci beaucoup. Ouais, François Keller, dans l'entrepreneuriat solidaire, évidemment, c'est du petit lait, tout ça. Tu es là? Il faut allumer ton micro. Oui, voilà. Il y a eu quelques interférences. OK, là, on t'entend. Non, on ne t'entend plus. Bon. Alors, tu es là, François? Oui, c'est Enza, c'est moi que tu interpelles? Oui. Ah oui, pardon, voilà, je n'avais pas bien compris, il y a eu une interférence. Pardon. Non, alors moi, ce qui m'intéresse d'abord, bonsoir Michel. Nous sommes connus avec Michel à travers un projet artistique et c'est aussi un projet politique parce qu'il y a de l'édition à la clé, il y a de la production à la clé et il y a de l'intégration de personnes qui sont en programme de réinsertion, réadaptation professionnelle dans le cadre de l'Institut. Et la discussion qu'on a engagée avec Michel, c'est aussi sur la réflexion par rapport à la combinaison, notamment justement de la transversalité, la combinaison entre l'écologie et le développement économique. Et ce qui m'intéresserait par curiosité, c'est quelles sont les villes de notre planète qui pourraient se rapprocher le plus de Genève par rapport à ce grand projet de transversalité. Est-ce qu'il y a des exemples de cités, d'agglomérations, de réalités dans d'autres pays qui seraient les plus parlantes pour nous à Genève? Merci de cette question, Michel Matter. Alors, je vais essayer de répondre en évitant de faire une liste, mais il y a clairement des villes qui ont un respect entre les uns et les autres. Hein. Les villes du Nord, hein, la plupart du temps, c'est pas le tout au vélo, mais ce sont des centres-villes. Là, on parlait des Clés de Rive, le centre-ville
piéton. On le retrouve dans plein de villes, à Bordeaux, on le retrouve dans les villes du Nord, etc. Ce sont des villes où, effectivement, le centre-ville est redonné aux gens. Moi, ce que je dis, c'est souvent, moi, je veux de l'ombre, je veux de l'eau, et puis je veux des artistes de rue, et puis je veux des terrasses pour que les gens ils puissent rire et boire un verre. Alors, on en est peut-être encore loin de retrouver ça, mais on retrouvera ces libertés, c'est une certitude, une fois que les gens sont vaccinés. Et puis ensuite, il y a du point de vue écologie, il y a après la responsabilité individuelle. Et puis ça, c'est quelque chose pour moi qui est important. On doit pas mettre des interdictions. Souvent, je vois, on veut trop mettre des interdictions. Je pense qu'on doit faire adhérer la population. Genève, je crois qu'elle est incomparable avec d'autres villes parce que dès qu'on franchit la Versoix, on est déjà une Genferaille sur pattes. Donc, partout en Suisse, dès qu'on se présente et puis qu'on dit on vient de Genève, ils nous regardent d'un air, ils vont nous expliquer quoi faire et puis, etc. Donc, non, je crois qu'on doit faire sur Genève. On a un potentiel gigantesque. Je dis bien gigantesque. On est un des hubs mondiaux pour les neurosciences. On doit devenir des hubs mondiaux pour la clean tech. On a tout. On a l'EPFL, le campus biotech, on a les unis de Genève, de Lausanne, on a toute la Romandie, on a des entreprises extraordinaires, on a des startups géniales. Là aussi, on doit aider les startups. L'autre jour, je voyais un jeune d'une startup. Pour lancer son truc, il a été chercher un lien en Suisse allemande. J'ai dit, mais bon Dieu, il doit quand même y avoir des trucs sur Genève et tout. Je veux dire, on doit aider ces entreprises. À part ça, celles qui se sont créées, je finis, celles qui se sont créées en 2020, quand on leur dit oui, est-ce que vous êtes un cas de rigueur ou pas, ça m'a toujours fait sourire et je suis en tout cas pas favorable au cas de rigueur, mais plutôt au prêt et à l'argent qui arrive directement. Voilà. Merci. Alors, si on pense start-up, évidemment, Jérôme Favoulet, lui, les start-up, il les connaît bien, il les suit même. Oui, alors il y a les startups, il y a aussi les PME et je me fais plus de soucis pour les PME actuellement que pour les startups parce qu'il y a un sentiment de peur qui est en train de se généraliser dans la population et la peur rend myope. Donc, on n'a plus du tout de gestion à long terme des entreprises. Tous les entrepreneurs sont en train de se recroqueviller sur eux-mêmes, de gérer le quotidien. Et moi, je commence à me poser des questions sur comment on va gérer l'avenir. Et du coup, par rapport à cette myopie généralisée, je me demandais quel serait le traitement. Alors, le clin d'œil à la myopie étant un très fort myope, j'aime bien. Et puis, ce qui est marqué au fond, ça me plaît, hein, créer et pérenniser, ça parle. Parce que créer, il suffit d'avoir une idée qui est bonne et puis il suffit peut-être de trouver quelqu'un qui veuille bien financer ou faire le premier. Ça, c'est déjà important parce que souvent, c'est déjà le démarrage. Comment est-ce qu'on démarre? Et puis, donc, on doit arriver à simplifier. Je reviens sur ma simplification de l'administration. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on doit rester ouvert. Je dis souvent que je veux une Genève ouverte, innovante et durable. Alors, je rajoute souvent progressiste et solidaire, mais je vais prendre que le premier mot, ouvert. Un franc sur deux, c'est avec l'Europe. J'ai défendu, bien sûr, la libre circulation. Je défends le projet européen, mais dans sa vision, je dirais presque philosophique, économique. Hein. Pour moi, c'est important. Donc, vraiment avoir des marchés qui existent. Ensuite, c'est difficile parce qu'au jour d'aujourd'hui, le carnet de commandes, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais avec la collection du printemps, de l'été, de l'automne? Et je ne parle pas. Mon père était commerçant. Mon père était opticien à Plain-Palais. Je me rappelle, hein, quand il sortait de l'argent pour acheter des lunettes, est-ce que c'est la collection qui va marcher ou pas? Eh bien, si vous êtes dans une PME au jour d'aujourd'hui, franchement, d'avoir la boule de cristal, on m'en a offert une fois. Hein. Alors, de temps en temps, je mets les mains dessus. Je ne sais pas s'il faut la toucher en plus. Mais c'est comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? J'ai mes gamins, je les appelle mes gamins, mais mes jeunes adultes. Je leur pose la question aujourd'hui. Ce sera quoi la mode dans 3 mois, dans 6 mois? C'est quoi le truc qui va être? Eh bien, ils ont des points d'interrogation. Et je pense que là, on doit faire ensemble, si j'ose dire. Alors, bien sûr, il y a des journaux qui parlent de PME et d'autres, hein, où on voit qu'il y a plein d'articles qui sont écrits. Mais on voit que tous les secteurs ne souffrent pas de la même façon. Il y a des secteurs qui marchent. Et puis, il y a ce petit commerce que moi, j'aurais aimé
laisser ouvert le tout petit commerce, c'est-à-dire ces petits magasins et autres où il y a peu de gens qui rentrent en même temps, où on prend toutes les conditions. Pour moi, c'était une chose qui était importante. Et puis, j'ai vu l'autre jour que je pouvais aller manger au resto dans les hôtels. Et puis, si je suis dans un hôtel qui a plusieurs, si c'est une chaîne, je peux aller choisir dans différents restaurants des stations, alors que je ne peux pas aller au resto à côté. Donc là encore, la cohérence. Mais le numéro un, c'est vraiment avoir de la visibilité. Donc, vacciner, assumer et puis surtout avoir un plan. Moi, j'ai été frappé par Alain Berset l'autre jour. Alain Berset, je l'ai félicité au printemps 2020 en lui disant il y a un leader et tout. Et là, j'ai l'impression que il n'arrive pas à communiquer une visibilité alors qu'on devrait quand même être apte à avoir une certaine visibilité. Je vais dire un dernier mot. Le grand patron de Lonza, il a donné une interview dans Le Temps que j'ai lu en direct à Alain Berset au mois de novembre en lui disant eh ben voilà, le grand patron de Lonza, donc c'est le vaccin, hein, c'est ceux qui produisent le vaccin Moderna. Eh ben, il a dit que de toute façon, avant l'automne, il y aurait rien. Lui, il a l'air d'être au courant puisqu'il produit les vaccins. Et puis, il dit que voilà, pour vacciner, ça prendra tant de temps et tant. Et puis, la réaction a été oui, mais non, on va pouvoir faire autrement, etc. Et puis là, on voit que les mois avancent. On nous parle février, mars, on nous parle de Pâques, on est déjà en avril. Donc, encore une fois, la difficulté, c'est de prévoir. Merci beaucoup, Michel Matther. Vous ne nous avez pas dit de quelle année cet automne on parlait. Mais bon, c'est un autre. L'automne, non, mais là je suis élu à Berne depuis 2019, donc des automnes, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Je vous rassure, moi, je suis un jeune premier de la politique. Je veux être l'élu à Berne le plus jeune dans un parti. Pas le plus jeune, hein, j'ai des cheveux gris, mais adhérent à un parti. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, automne 2020. Olivier Terretta, qui lui travaille au corps beaucoup d'entreprises, est-ce que ce sentiment finalement de crise, finalement ça va pas si mal ou bien? Ça dépend des secteurs, en fait. Il y a des secteurs qui sont extrêmement touchés, d'autres qui le sont moins, d'autres qui profitent, en fait, de cette crise, et on le voit notamment avec tout ce qui est développement numérique. Moi, j'allais rebondir un tout petit peu sur ce qu'avait dit Jérôme par rapport à la myopie. Souvent, on considère les politiques comme des personnes myopes en matière d'économie. Je me réjouis que Michel Matther puisse être élu, parce que souvent, les politiciens regardent l'échéance ou leurs échéances électorales. Alors, comme vous êtes un jeune encore plein d'idéaux, j'espère que vous allez pouvoir continuer ainsi et puis que vous n'allez pas forcément regarder l'échéance électorale. Moi, j'ai deux questions qui tournent autour de la gouvernance, parce que c'est un des thèmes qui m'est cher. Quand on me prenait pour un martien il y a 20 ans, maintenant j'entends tous les jours dans les journaux la gouvernance. Si vous êtes élu, est-ce que vous allez premièrement rester au Conseil national? Deuxièmement, quelle est votre position par rapport au double mandat, en fait? Est-ce que vous trouvez ça, parce que c'est par rapport à la première question, si vous restez au Conseil national ou pas, si vous êtes élu, est-ce que vous trouvez ça tout à fait normal? Parce que certains se gargarisent de dire « je suis conseiller administratif et élu à Berne, donc ça fait des ponts ». Et enfin, par rapport au conseil, puisque vous êtes dans des conseils d'administration pléthoriques, notamment au HUG, j'y ai siégé aussi il y a une vingtaine d'années. Qu'est-ce que vous pensez en fait de ces conseils d'administration qui sont de plus de 15 ou jusqu'à 20 personnes, voire plus? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il faut commencer à réduire et se calquer un tout petit peu à ce qui se fait dans les bonnes pratiques au niveau du marché? Alors, la première question, si je suis élu, je simplifie ma vie et je la complique. C'est-à-dire que, comme vous avez compris, j'ai des casquettes multiples. Je rassure les gens, je dors très bien la nuit. Le week-end, je suis assez unplug. Donc, j'arrive à faire à peu près rien. Je promène mes cabots et puis j'aime bien le foot. Alors, je regarde des matchs, bref. Mais ça veut dire que non, j'arrête au Conseil national. Bien évidemment, c'est un job. Et puis, j'arrête en fait tout le reste. Pour moi, les choses sont extrêmement claires. C'est vraiment une fonction. Je pense que si on est là pour faire le travail, hein, j'ai dit à peu près partout, pour moi, ce n'est pas un siège à prendre. J'ai plein d'activités dans la vie, mais c'est surtout un travail à faire. Donc, c'est un job. Donc, ça simplifie parce qu'il n'y a plus qu'un job, mais ça complique parce que c'est probablement un job 24 heures sur 24. Ça, c'est la première chose. Pour la question des conseils d'administration. Alors, une des difficultés de ces conseils d'administration, entre autres au HUG, c'est la question, bien sûr, politique autour de la table.
selon qui siège, c'est plus politique ou moins politique. Ça veut dire par là, ça peut être plus clivant ou moins clivant. Alors, il y a du bon. Je suis quelqu'un qui suis très proche du personnel au HUG, je dirais par évidence pour moi, parce que j'ai toujours trouvé que c'est une évidence. Je suis médecin, mais je suis un des employés dans la maison, et puis il y a plein. Et puis si j'ai pas les autres, eh ben j'arrive pas à faire mon job. Voilà. Même si on met le médecin avant, on le mettait comme un demi-dieu du village, mais ça c'est fini. Donc par rapport à ça, il y a cet aspect politique, et puis il y a l'aspect du nombre. Bien sûr, ma façon de travailler, c'est plutôt le commando. J'adore quand on est peu, c'est-à-dire, je vous prends un exemple, l'Association des médecins du canton de Genève, le bureau, c'est toutes les semaines, on est 4. D'accord, j'ai un secrétaire général, j'ai 3 collègues et moi, donc ça fait 5 personnes en tout, 4 médecins et le secrétaire général, et puis on fait avancer les dossiers. Le conseil de l'AMG, c'est 20 membres, plus le secrétaire général et moi-même qui vote seulement en cas d'égalité. Voilà, c'est différent, etc. La pluralité a du bon parce qu'on amène aussi certaines idées. La difficulté, je trouve, c'est souvent le niveau de formation des gens qui peuvent arriver dans un conseil d'administration où, dans le fond, on n'est pas allé réellement les chercher, mais ils occupent une fonction. Je parle aussi pour moi-même parce que j'occupe le siège au CADHUG parce que je suis à la tête des médecins. Si demain, je ne suis plus à la tête des médecins, eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui occupera le siège, même si on a la connaissance de la médecine, mais on a besoin aussi des autres connaissances par rapport à ça. Le restant, je suis un grand travailleur, et puis martien, on m'a aussi souvent pris pour un martien, vu le nombre de fonctions que je fais. Donc ça, voilà, ça fait partie des choses, mais de temps en temps, voilà, j'aime bien ce personnage avec les 2 yeux au-dessus de la tête. Donc voilà. Merci beaucoup. J'aurais souhaité que Claude Egui intervienne maintenant. Il a évidemment exercé cette tâche, cette fonction de conseiller d'État, et comme c'est mon mari et je le connais bien, sa sensibilité verte n'est plus à démontrer. Qu'est-ce que tu aimerais? Alors, j'aimerais juste d'abord, au sujet du cumul des mandats, la question ne se pose pas parce qu'il est interdit. Depuis de nombreuses années, on ne peut pas cumuler un mandat de conseiller d'État avec celui d'une appartenance aux chambres fédérales. Et ensuite, Michel Matther y a fait allusion, quand on entre au gouvernement, on laisse tomber tout le reste, à peu de choses près. On garde les motivations, mais ça simplifie la vie et ça la complique. Je me rappelle un de mes prédécesseurs, Jacques Vernet, qui me disait précisément, il faisait 1000 choses avant. Il dit, après, tiens, j'ai un job, si je puis m'exprimer de cette manière-là. Ceci étant, le job prend suffisamment de temps pour ne pas en avoir d'autres. Ou bien vous retrouverez les sujets auxquels vous tenez particulièrement, vous les retrouverez à travers votre fonction. Voilà pour les doubles mandats. Maintenant, vous avez fait allusion à 2 reprises au problème des assurances et des réserves, pour aborder un sujet majeur. Tout de même, les assurances, c'est à peu près le 2e poste du budget de toutes les familles. Le canton de Vaud a introduit des primes maximales de 10% pour les assurances de base, bien sûr, et pas les complémentaires, j'imagine. Il a introduit ce principe de 10%. Ça a l'air de marcher d'une manière assez satisfaisante, mais enfin, ceci étant, ça veut dire que la charge financière pour le canton de Vaud a augmenté. Et la charge financière pour les cantons, déjà pour Genève, elle est énorme sur le plan des assurances. Évidemment que ce serait bien de pouvoir freiner ces augmentations, mais ça a un coût. Et quelle serait votre position? Et si vous pouvez développer un petit peu votre point de vue, parce que vouliez-vous dire exactement tout à l'heure sur les réserves? Vous l'avez dit sur un ton qui fait penser que, ma foi, vous êtes critique par rapport à ces réserves et que vous avez même dit il y a des moments, c'est le moment de les utiliser. Donc, si vous pouvez dire quelques mots sur les assurances maladie, c'est un des sujets majeurs. Il est majeur au niveau du pays et il est majeur au niveau de notre canton. Merci beaucoup, Michel Matther. Merci bien, merci Monsieur Egui. Et puis, je ne sais pas si je vais devoir me transformer en Shiva dansant si je suis élu, mais avec de multiples bras. Mais en tout cas, alors, sur les assurances et les assureurs. La première chose, les gens savent que ce ne sont pas mes grands amis depuis bien des années. J'ai lutté depuis la première campagne que j'ai faite, c'était en 2008, libre choix du médecin, en 2012 également. Et puis, je suis extrêmement critique pour une raison simple, c'est qu'à un moment donné, quand les primes augmentent de façon nettement plus importante que les coûts,
c'est intolérable. Ça, c'est la première chose pour moi. Les primes augmentent beaucoup plus que les coûts. Elles ont augmenté quasiment du double que les coûts, que l'augmentation des coûts. La deuxième chose, et je l'ai démontré à un moment donné, c'est que les primes, en fait, varient dans ce pays beaucoup en fonction de la bourse. Et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que quand la bourse est basse, automatiquement, un an après, puisque c'est cyclique, un an après, on a une augmentation de la hausse. Alors, au début, quand j'avais mis les deux graphiques, je me suis dit, tiens, il y a un truc un peu bizarre. Puis tout d'un coup, j'ai eu, lors d'une émission Infrarouge, le directeur de la santé de l'OFSP, M. Trumpler, qui était présent et qui a dit, oui, oui, il y a un rattrapage parce que la bourse était mauvaise. Et là, je me suis dit, tiens, mon idée de base, elle existe. C'est-à-dire que les années où la bourse est bonne, il y a moins d'augmentation un an après. Quand c'est mauvais, il y a plus d'augmentation. Et ça c'est anormal et c'est scandaleux. Au jour d'aujourd'hui, il y a 11 à 12 milliards. 11 à 12 milliards de réserves. Les réserves, ça fait plus de 10 ans que je demande à quoi elles servent et plus de 10 ans qu'on me répond « Ah, quand il y aura une crise ». Alors, on a eu le canard une fois, on a eu d'autres crises, on a eu des grosses grippes, on a eu différentes choses, comme disent les anciens, des mauvaises grippes, comme ils les appelaient. On a eu plein de choses qui ont coûté de l'argent, mais jusqu'à nouvel ordre, je l'ai appelé la grande muette ces temps-ci, parce que les assureurs, ils ne sont pas allés sur le terrain. Pourtant, là, c'est l'argent des gens. Oui, ils vont nous ristourner comme d'habitude 50 balles par tête de pipe. C'est important pour certains, mais je pense qu'on est loin, loin, loin de l'argent qu'ils devraient mettre au jour d'aujourd'hui sur la table. Pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. Et puis l'autre chose, et je finirai par ça, on doit agir sur les coûts. Donc, on doit rapidement avoir un dossier électronique du patient. Je ne sais pas en tant que médecin si la personne qui vient me consulter, elle a déjà vu 3 ophtalmologues dans la même matinée. Je ne le sais pas. Un dossier électronique aussi avec une surveillance, bien évidemment. Pour moi, c'est quelque chose. Et puis, la question des 10%, normalement, je suis contre tout ce qui est effet tondeuse, c'est-à-dire où tout le monde est à la même chose. Je me méfie. Et en Suisse, actuellement, c'est à peu près en moyenne 6, et quelques par rapport au ménage, et on doit soutenir. Et puis la dernière chose que je dirais, c'est qu'il y a la loi sur le CO2. Je soutiens cette loi sur le CO2, c'est important. Je ne comprends pas pourquoi l'USAM, je veux dire, est du côté des référendaires. Pour moi, c'est un non-sens complet. Cette loi sur le CO2, c'est un compromis, et une partie des taxes, ce seront des taxes incitatives, mais avec une redistribution. Mais la deuxième chose, c'est qu'une part de la taxe ira pour soutenir aussi les primes des citoyennes et des citoyens dans l'assurance maladie. Merci. Alors, juste une question complémentaire par rapport à tout ça, Michel Matther. Est-ce qu'au fond, on n'a pas plus de possibilités d'agir à Berne qu'au niveau cantonal sur ce genre de sujet? Alors, je dirais qu'il y a 2 aspects. Bien évidemment, il y a les votes à Berne, et puis on a le paquet 1, on a le paquet 2 de Alain Berset. Le paquet 2, entre autres, il y aura le budget global. Et je peux vous dire que je suis déjà le premier dans les starting blocks, prêt à faire mon 100 mètres pour le référendum, puisque c'est très court, pour aller contre le budget global, puisque le budget global, il amène à du rationnement des soins. Donc, non seulement les gens payent des primes très hautes, mais en plus, il y a une volonté de rationner les soins, et ça, c'est inadmissible. Ensuite, sur Genève, il y a des choses qui peuvent être faites avec le département de la santé. On essaye de faire avancer les projets. Il y a un projet magnifique qu'on vient de faire, qui s'appelle Cogéria. C'est vraiment la prise en charge infirmière, médecin du quartier, des gens âgés à domicile. Par exemple, ça, c'est un exemple. Et la deuxième chose, c'est la coordination des soins. Et je l'ai dit, la question du dossier électronique du patient sur Genève, vite, vite, vite. Merci beaucoup. Alexis Jacques, qui est évidemment un peu stoppé puisqu'il est essentiellement dans l'événementiel, peut-être il se demande si vous arrivez au Conseil d'État, si hop, vous permettez à l'événementiel de redémarrer. Alexis, tu as une question par rapport à ça? Pour ouvrir le micro. Oui, bonsoir. Alors, tout à fait. En gros, on a pas mal de fois les questions de passeport vaccinal qui commencent à être abordées ou ce genre de problématiques. Nous, ce qui nous inquiète, c'est un petit peu ces histoires de variants où on nous parle de variants qui seraient plus forts que les vaccins. Et puis, la réponse qu'on nous fait, c'est « mais on va vacciner ». Et c'est ce que vous avez cité d'ailleurs aussi. Donc, je suis un peu dubitatif quant à la suite des événements.
Alors, si je me tourne vers mes gosses, ils me disent qu'il faut réouvrir tout et puis que de toute façon, les soirées, elles se font ailleurs. Donc, j'essaye de les cadrer le mieux possible et puis qu'il faut une aide. Et puis, des fois, ils comprennent pas. Pour tout ce qui est événementiel, la première chose, c'est vrai qu'on a, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de choses à proposer en dehors du vaccin. Mais ce vaccin, il va évoluer. C'est comme un vaccin de la grippe. À quelque part, année après année, on est vacciné en fonction de ce qu'il y aura. Ensuite, jusqu'à nouvel ordre, je dis bien jusqu'à nouvel ordre du point de vue scientifique, au jour d'aujourd'hui, le vaccin, il marche d'après les études qui ont été faites et je suis médecin, je suis à la tête des médecins genevois, mais je suis fondamentalement pro-vaccin. On est dans une situation où c'est important. Maintenant, j'ai toujours écrit, je l'ai toujours dit, qui ferme, assume. Si on ferme quelque chose, on doit soutenir. Mais ce n'est pas seulement soutenir économiquement, je l'ai dit avant, il doit y avoir la perspective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit, avec les acteurs du terrain, avec les gens qui sont impliqués, qui connaissent le terrain, on doit avancer vers des solutions. Certains événements, ils ont dû faire plus petit que la dimension qu'ils ont. Si on posait la question d'un immense, je ne sais pas, le plan Les Watts, par exemple, ou bien des manifestations, il y a énormément de monde, probablement que pour le printemps et l'été, ça va être extrêmement compliqué. Maintenant, on doit avancer et puis on doit trouver des solutions. Si les gens sont dans une, alors j'allais dire discothèque, il paraît qu'on ne dit plus ça, mais voilà, s'ils sont dans un club ou dans une boîte, s'ils sont à table, etc., pour moi, je ne vois pas pourquoi ils pourraient aller au restaurant de l'hôtel et pourquoi ils ne pourraient pas aller dans un lieu où il y a de la musique. Il y a des incohérences qui sont comme ça. Mais encore une fois, tous les gens masqués ou tous les gens qui se lavent les mains ou tous les gens qui gardent de la distance, ça on le dit depuis une année. C'est vraiment une répétition, un lavage de cerveau, mais je peux vous dire que pour laver les mains, on vend moins de produits qu'on devrait. Donc, il y a des questions qui se posent certaines fois, mais on doit aller, la vaccination, moi je suis quelqu'un qui croit dans ces vaccins parce que la science, elle avance pas mal. Après, ce n'est pas obligatoire en Suisse, mais il va y avoir à un moment donné, probablement, des bypass comme celui, par exemple, de celui qui veut prendre l'avion ou se rendre dans un pays, peut-être comme les États-Unis ou ailleurs, où il y aura peut-être une exigence d'être vacciné, comme si je vais en Afrique, dans certains pays, pour d'autres vaccins. Merci Michel Matter. Mais en fait, ces vaccins, est-ce qu'on n'est pas encore en phase 3 jusqu'à fin 2022 ou Alors là, on est réellement dans la vaccination. Je veux dire, on a les phases, on est clairement dans la vaccination de masse. Je veux dire, si on prend Israël, c'est un taux de population gigantesque. La Grande-Bretagne aussi. Je veux dire, jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a d'autres biais en Israël avec certaines communautés à l'intérieur du pays. Il y a aussi d'autres biais en Angleterre, mais on voit qu'on avance. Maintenant, non, mais juste sur cette question, apparemment, on est quand même toujours en phase 3. Ça veut dire qu'on vaccine, mais le résultat final, nous l'aurons fin 2022 avec les personnes vaccinées ou pas. Alors, de toute façon, il faudra que les gens vaccinés ils soient confrontés au virus et qu'on voit voilà. Le 95%, moi, j'ai une interrogation là-dessus. Quand on m'annonce des chiffres de 85%, pourquoi pas, le 95%, j'attends de voir si réellement c'est ça, parce que je rappelle que c'est 81 sur 12 000 versus 7 sur 12 000 dans l'étude qui a été faite. Donc, ça reste des chiffres de population petite pour les études. Là, on aura des résultats qui seront probants et tout le monde a les yeux tournés à la fois vers Israël et tout. Par contre, à l'inverse, l'idée d'avoir 60% de la population qui naturellement a une immunité collective, depuis ce qui se passe à Manaus au Brésil, on a vite compris que ça ne marche pas. D'accord. On va donc attendre. J'aimerais encore donner la parole à ceux qui ne l'ont pas encore eu. Florence Raymond parlait d'adaptabilité quand on donne des cours, notamment. Qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte? Alors écoutez, moi je suis entrepreneur dans l'âme, je suis au départ comédienne et metteur en scène. J'ai aussi créé ma même entreprise, j'ai enseigné pendant 10 ans, 20 ans même. Et aujourd'hui j'aide
certains politiques et les hommes, les directeurs d'entreprise à prendre la parole et puis à parler avec authenticité et clarté dans leurs propos, surtout être plus à l'aise. Donc, j'ai pivoté pour redire, aujourd'hui, j'ai l'impression que je rebondis un peu tous les jours parce que dans la formation, ben, aujourd'hui, on se sent littéralement empêché de pouvoir travailler. Mes cours, j'essaie de les passer en ligne. C'est beaucoup dans le relationnel, dans la transformation en réel, donc beaucoup de personnes résistent. Et donc, c'est pas facile de pouvoir continuer à survivre. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, bon, j'écoute tous ces chiffres. En fait, je ne les écoute plus maintenant parce que c'est plus des... Voilà, c'est gentil de nous donner tous ces chiffres. Maintenant, moi, je suis une personne de terrain, je suis dans le concret, je fais partie des personnes qui essayent de survivre et puis qui ont un peu marre de tout ce qu'on nous impose. Et puis, en tant que maman, j'ai beaucoup de peine aujourd'hui de pouvoir proposer des visions positives, hein, parce que je travaille beaucoup dans la pensée positive, dans le coaching. Donc, j'ai l'habitude de plutôt me positionner dans ce qui est positif et ce qui va amener des solutions, orienter solutions. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai un jeune homme de 17 ans qui, bon, au HUG, on me dit qu'il est en dépression. L'État, on se tourne vers lui, on se dit, mais proposez-nous des solutions. Démarcher des entreprises qui ne répondent pas vraiment. Qu'est-ce qu'on va faire vraiment dans le concret? Je parle tout de suite pour la rentrée scolaire de 2021. Peut-être d'arrêter de nous donner des chiffres qui sont de toute façon des estimations, qu'on soit pour ou contre, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir vraiment agir au niveau éducationnel pour nos jeunes aujourd'hui? Et puis au niveau familial, on est au bord de l'implosion. Moi, j'ai tout fait. Hein. J'étais 2 fois aux HUG en urgence avec mon fils. Donc, BID, l'humus, enfin, j'ai fait tous les services. Hein. Et j'ai frappé à toutes les portes. Donc, parfois, c'est très difficile de pouvoir travailler de chez soi et puis de pouvoir être positive. Et puis de pouvoir entendre des chiffres qui ne nous donnent aucune solution. Donc, je ne sais pas si c'est une question, mais ça, c'est mon avis. Merci Florence. On comprend les diverses inquiétudes de maman et de chef d'entreprise en même temps. Michel Matter. Alors, je vais être très clair. Les chiffres, moi, j'ai de la peine à y croire aussi parce que les premiers chiffres qu'on nous a donnés, c'était le nombre de gens aux soins intensifs. Puis ensuite, on nous a parlé de l'incidence. Puis ensuite, on nous a parlé du taux de reproduction en nous disant si c'est au-dessus de 1, on ferme. Si c'est en dessous de 1, on laisse ouvert. Mais l'EPFZ a dit que le 1, en fait, c'était 0,8. Voilà, donc on est… Voilà, j'ai aussi de la peine à suivre parce que je suis un scientifique et moi, il faut me donner des chiffres qui sont constants sur l'année. Sinon, j'ai de la peine à suivre aussi les chiffres. Et je suis médecin et je le dis dans les séances, dans la task force où il y a les HUG, les cliniques, le département, bref, il y a tout le monde, mais j'ai aussi de la peine à suivre quels sont les critères. Vous avez abordé un ou deux sujets, le sujet du marasme. Cette crise est un marasme pour la jeune génération. J'ai écrit il y a une semaine, c'est publié dans une semaine pour le bulletin des médecins suisses, un éditorial qui parle justement des étudiants, des jeunes, et le titre, c'est « La peur du vide ». La peur du vide, et c'est dramatique. Voilà, j'adore le sport, je l'ai dit, hein, j'ai une boîte qui s'occupe de sportifs de haut niveau, mais aussi de sportifs qui sont moins de haut niveau. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut interdire à des jeunes de faire du sport au jour d'aujourd'hui? Ça me paraît un non-sens, mais un non-sens complet. On dit oui à la prostitution, mais non au sport. J'ai de la peine. Et puis jusqu'à 16 ans, ils peuvent, mais à partir de 16 ans, ils n'ont pas le droit. Mais quand ils ont 18 ans, il faudrait qu'ils fassent une chose. Et puis des étudiants qui n'ont jamais vu leur professeur en chair et en os, qui ne voient pas les autres étudiantes ou les autres étudiants, moi, je me demande comment ils se construisent. Moi, ce qui me plaisait, c'était d'aller boire des verres avec mes potes et puis qui me rentrent dedans, qui me critiquent sur mes choix d'habits, de ci, de ça, de vie. C'est compliqué. J'ai aussi un fiston qui était à Londres pour étudier, que j'ai ramené à Genève et puis qui est plus avec nous depuis un bon bout de temps. Et puis pour qui aussi, il y a, voilà, c'est pas évident pour tout le monde de trouver son espace et comment on fait. Vous avez évoqué aussi la question de la culture, du monde du spectacle, les émotions. Les émotions.
comment est-ce qu'on peut avoir des émotions positives, hein, vous avez parlé de pensées positives, mais des émotions, revoir des sourires, revoir, je veux dire, derrière le masque, on voit pas grand-chose. Et puis le dernier point par rapport à ce que vous avez dit, un immense merci pour apprendre aux gens à parler, parce que c'est à l'intérieur de la vidéo que j'ai publiée, hein, j'avais des gros troubles de l'élocution étant jeune. Alors j'ai progressé, maintenant les gens, ça se remarque assez peu, mais apprendre à parler en public, arriver à mettre la voix, le souffle, et puis ce sont des choses qui sont là, et l'élection de Joe Biden pour moi ça a été énorme. Parce qu'il a fait le même parcours de vie, cette volonté inoxydable qu'on a, c'est ça le moteur. Le moteur, c'est vraiment de pouvoir aller vers les autres, et ça, c'est fondamental. Merci beaucoup. Et il y a encore Jacques Gruber, qui est aussi un scientifique quelque part, hein, ingénieur. Oui, merci Enza et bonsoir à tous. Moi, j'avais essentiellement des questions sur la crise sanitaire, mais M. Mater a pratiquement abordé tous les sujets, donc je vais m'arrêter là. Il y avait aussi la transition énergétique, mais je crois que c'est un sujet trop vaste, on l'abordera une autre fois. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup, Jacques. Peut-être une conclusion, Michel Mater, et puis restez bien là pour la photo finale, hein. Vous ne pouvez pas partir. Michel Mater, votre conclusion. Le numéro 1, c'est un immense merci, parce que c'est ce que j'aime, c'est cet échange, c'est l'échange avec les gens, c'est être confronté, c'est qu'on me rentre dedans, mais en même temps qu'on soit agréable, désagréable, ça m'est égal. C'est vraiment, et puis ce qu'il y a, c'est vraiment ce soir, c'est des expériences personnelles. Vous êtes chacune et chacun arrivé avec votre parcours de vie. Et ce qui m'intéresse, c'est le parcours de vie des gens. Ce sont les gens. Si je fais de la politique, c'est pour le bien commun, c'est pour le mieux vivre ensemble. On a évoqué la transition écologique. Elle est pour moi dans ce cadre-là. Qu'est-ce que je vais léguer à la génération suivante? On n'a pas abordé la dette, par exemple, mais c'est facile de creuser un déficit et puis de dire à la génération suivante, eh ben, vous vous débrouillez avec l'argent. Voilà, donc merci beaucoup pour ce côté d'échange. Alors, il s'est fait via la petite caméra, comme ça se fait souvent. Voilà, j'espère qu'un jour, je pourrai vous voir les unes et les autres, et puis aller boire un verre, que vous votiez ou pas pour moi. Allez, il faut voter, il faut que les gens votent selon leurs convictions. Le plus important, c'est que les gens s'expriment, et le vote, c'est un beau moyen de s'exprimer dans notre société. Merci mille fois, Michel Mater. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour un bel applaudissement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Puis on passe maintenant, on passe juste à côté pour l'apéritif, comme d'habitude, bien entendu. Merci aussi à Julien Boucher, que je remercie de tout mon cœur. Il a aussi vos remerciements pour tout le côté technique et peut même arrêter l'enregistrement maintenant.